bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour un événement un petit peu particulier pour la SVTV. C'est la première fois qu'on fait ce type d'événement, donc on est aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace sur l'aéroport du Bourget, Paris-Le Bourget, donc qui se situe dans le nord-est de Paris. Donc aujourd'hui l'événement qui est organisé donc, par le musée de l'air et de l'espace, c'est le Carrefour de l'air, la version 2013. Donc il regroupe un certain nombre d'avions assez anciens, comme vous allez pouvoir le constater, qui vont nous rejoindre aujourd'hui donc, pour un flying avec environ... Enfin il était prévu au départ 28 appareils. Malheureusement les conditions météorologiques, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, sont un petit peu médiocres. Donc le plafond est assez bas, la visibilité est assez faible. Donc pas beaucoup d'appareils ont pu se déplacer. Là pour le coup on a un petit peu de chance, la météo s'est un petit peu levée, quelques appareils ont pu décoller des aéroports, des aérodromes aux alentours. Donc on aura un DC-3 probablement, un DEIAC qui était prévu. Alors pour l'instant on n'a pas plus d'informations, donc on vous dira tout ça tout à l'heure. Le Hawk H75 Curtiss et une vedette aussi, le P51 Mustang, P51D. Donc on va essayer de les avoir tout à l'heure à l'approche et sur le taxi pour faire des photos, tout ça. Tout à l'heure monsieur Frédéric Marsali va me remplacer pour les commentaires et pour les interviews, parce qu'on vous proposera des interviews de différentes personnes qui sont ici. Que rajouter de plus? Oui, si, donc là vous pouvez voir sur la table une magnifique maquette du Lockheed Starliner qui nous a été fournie très aimablement par monsieur Goulard, qui est le propriétaire de cette maquette, qui fait partie du musée Air France, donc avec comme vice-président monsieur Pourchet, que vous pourrez probablement voir aussi tout à l'heure. Donc le Starliner, juste très rapidement, c'est le premier avion transatlantique sans escale. Et c'est surtout le dernier avion commercial long courrier à moteur à piston. Donc voilà, je vous présente cette magnifique maquette qui nous a été aimablement fournie par ces personnes du musée de l'air France. Donc juste aussi pour vous présenter l'équipe à SVTV qui est présente aujourd'hui, vous verrez derrière la caméra Anthony Toulouse, qui est un habitué et qui est toujours là pour les différents événements de la SVTV. On a également Florian Delpierre qui est donc là figé derrière son appareil photo, les photos que vous pourrez retrouver plus tard sur le site asvtv.fr, donc www.asvtv.fr. Donc vous retrouverez cette vidéo et les photos qui iront avec. Derrière l'ordinateur aujourd'hui on a monsieur Philippe Guilhem, qui est aussi un habitué de la SVTV, un bénévole exactement. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Frédéric Marsali, qui est une personne qui écrit beaucoup de bouquins sur l'aéronautique, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans l'aéronautique. Donc voilà, vous pourrez le retrouver tout à l'heure pour les interviews et d'autres commentaires. Donc là, comme je vous l'expliquais, je décale un petit peu ça. Comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs appareils qui vont atterrir. On est au sein du hall Concorde. Alors je sais pas si Philippe... Alors il est en communication avec les autres membres de la SVTV pour vous préparer ce magnifique live. Enfin logiquement on aurait dû être en live, malheureusement il n'y a pas de connexion internet disponible ici. Ah, donc apparemment on vient de m'avertir que le P51 Mustang est en approche. Donc je sais pas si on peut passer sur la vidéo. Non, il est... Ah si, voilà le P51 qui approche. Donc P51 Mustang, le P51 Mustang, ah magnifique bruit, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Voilà, qui va pas tarder à toucher. Ah, c'est magnifique. Voilà, donc le P51 voilà, qui est caché derrière maintenant, qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc et le Curtiss 75 H75 qui approche, qui est en finale aussi, donc il va se poser juste derrière le P51. Je sais pas si on peut nous remettre sur la vidéo du terrain. Ah voilà, le Curtiss, le H75 qui atterrit. Donc je vous dis que c'était un petit peu difficile au départ. On n'était pas sûr d'avoir des avions aujourd'hui. Donc on est bien content de les voir approcher et atterrir sur cette piste du Bourget. Voilà, qui passe juste derrière. Superbe approche. Donc je rappelle, le Curtiss Hawk H75. Voilà,
qui vient de toucher, qui a touché et qui va nous rejoindre plus tard sur la zone tarmac ouverte au public juste après la coupure des moteurs. Donc juste un tout petit peu d'histoire très rapidement, le North American P51D. Donc là il est immatriculé le FAZSB. Donc le Mustang c'est un avion emblématique de l'aviation militaire américaine de la Seconde Guerre mondiale. Comme le Spitfire l'est pour les Britanniques, là c'est pour les Américains. Il est doté d'un moteur V12 Rolls-Royce Merlin. Il a été conçu en une centaine de jours pour convenir à une demande des Britanniques en 1940. Alors seule l'Angleterre continue à faire face à l'aviation allemande. Bon voilà, j'essaye d'éviter de lire mes notes, mais c'est vrai que beaucoup d'informations sur les différents appareils. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Voilà, il a été utilisé, bien armé, avec une autonomie assez considérable pour ce type d'appareil, qui lui permettait d'escorter justement des bombardiers jusqu'au cœur de l'Allemagne. Du Japon, parce qu'elle a également été utilisée au Japon. Donc le Curtiss a atterri, le P51 a atterri également. Est-ce qu'on a des informations sur le prochain appareil? Non, pas du tout. D'accord. Donc voilà, le H75 qui est au roulage. Donc juste pour vous dire aussi qu'il fait très froid aujourd'hui, voilà, donc le Curtiss H75 Hawk qui a été conçu dans les années 1935 par la compagnie Curtiss, qui dispose d'un train escamotable et d'un moteur Pratt & Whitney R1830 de 950 chevaux. Donc là il est immatriculé en Grande-Bretagne, GCCVH. Il est entré en service dans l'aviation américaine sous la désignation du P36, donc pas avec cette désignation H75. Et ces avions ont connu qu'un seul combat le 7 décembre 1941 pendant l'attaque japonaise de l'aéroport de la base de Pearl Harbor, la base américaine de Pearl Harbor. Donc magnifique taxiage du H75 qu'on voit sur l'aéroport du Bourget. Et on vient de m'avertir que le T6 était en approche vent arrière. Donc il va pas tarder à tourner en base puis en finale sur cette même piste. Également, juste pour vous souligner que ce Curtiss H75 fait partie de la Fighter Collection de Stephen Gray, qui est basé à Duxford au nord de Londres. L'avion a été restauré aux États-Unis entre 1995 et 2004 à partir de morceaux d'épave. Et il aura rejoint ensuite l'Angleterre en 2005 après donc sa restauration aux USA. Donc voilà le Curtiss qui approche de la zone de parking. Et le T6, voilà, on voit le T6 approcher, le T6 jaune. Voilà le T6 qui approche. T6 qui va poser. Voilà le T6 qui vient poser. On va sûrement revenir sur le H75. Voilà le H75 qui est au parking. Voilà avec la verrière ouverte, magnifique avion. Alors je ne sais pas si c'est Stephen Gray qui est aux commandes aujourd'hui. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il ne serait peut-être pas là et cet avion aurait été convoyé par un autre pilote. Donc peut-être que nous aurons la chance de l'interviewer tout à l'heure, nous verrons. Voilà, donc il va couper le moteur. Donc le P51 qui approche exactement aussi sur ce parking du Bourget.
Donc North American P51D, qui a été conçu dans les années 1944, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc celui-ci est immatriculé en France, comme vous pouvez le voir avec ce F-. Donc F-AZSP pour son immatriculation. Avec un magnifique nose cone jaune et rouge et marqué Nookie Bookie 4. Voilà, donc on va le voir également se parquer à côté du Curtis de la Fighter Collection. Magnifique bruit. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ce bruit, mais c'est des bruits qu'on a un petit peu oubliés de nos jours, vu l'évolution de l'aéronautique. Donc là, on est quand même sur des avions militaires qui ont été utilisés sur différents combats. Voilà, donc on peut voir deux pilotes à l'intérieur. Enfin, sûrement, c'est un biplace, le pilote qui est à l'avant, qui vient de couper ce moteur, son moteur à piston. Magnifique. Donc les deux appareils posés. Sur ce tarmac, qui vont être rejoints par le T6. Le T6 qui vient également de se poser, donc il nous restera encore pas mal d'autres appareils, donc d'autres qui étaient prévus qui vont sûrement pas venir aujourd'hui, vu les conditions météorologiques comme je vous l'expliquais tout à l'heure. J'espère qu'on aura la chance de voir le DC3 tout à l'heure. Il y a des Yak aussi qui sont annoncés pour le moment. Ah, donc voilà le DC3 qui en approche sur la finale là. Magnifique DC3. Donc qui lui était immatriculé FZTE, qui a été conçu dans les années 1935. Dans l'année 1935. Il fait son premier vol le 17 décembre 1935. Et c'est la compagnie American Airlines qui en avait fait la commande. Donc on va le voir se poser, superbe. C'est quand même un avion qui a été énormément utilisé, aussi bien dans le militaire que dans le civil. Avec son prédécesseur aussi, et donc il fait suite à son prédécesseur, ce qui est logique. Le DC2, voilà, le T6 qui vient sur le parking, au niveau de ce tarmac, qui lui a été conçu dans les années 30, 1930. Vous en saurez probablement un petit peu plus tout à l'heure. On va essayer de. On a mis en place un système de diffusion qui va nous permettre de nous balader sur le tarmac et peut-être aller à la rencontre des différents pilotes ou différents responsables. Voilà, donc ce T6, pareil, je vous dis, vous entendez probablement le bruit derrière moi qui vient se mettre juste en face de notre caméra. Magnifique. Voilà, qui va couper son moteur tout de suite. Magnifique. On a les murs ici dans le hall Concorde, les murs qui tremblent à la suite de ce coup de gaz du North American T6. Donc le pilote qui va descendre, on voit un petit peu de lueur au-dessus du moteur. Magnifique. Donc son pilote, je suis désolé, je ne connais pas son nom. On verra tout à l'heure probablement. Donc la chaleur du moteur qui fume juste au-dessus du capot.
Vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui se sont donné rendez-vous pour ce carrefour de l'air. Et donc là on voit le DC3 qui est au taxi pour rejoindre également cette zone de parking que nous allons fouler tout à l'heure en espérant rencontrer certains des pilotes. Donc ce magnifique DC3 qui en approche. Il vient d'allumer ses phares. Donc cet appareil immatriculé FAZ-TE est un C-47 construit dans l'année 1943 et qui a participé aux opérations du 6 juin 1944 avec la 8e Air Force en remorquant un planeur de vers Saint-Mère-Église, puis en participant au débarquement également en Provence et aux opérations sur Armen. Donc je continue son historique, il avait également avec la RAF. Il a participé au pont aérien de Berlin, puis est revendu à la France où il sert d'avion pour les VIP. Et il est offert en 1970 à l'empereur Bokassa qui revient en France. Puis il revient en France. Finalement, il a été racheté par l'association France DC3 qui l'utilise comme avion d'accompagnement du Tour de France des jeunes pilotes, parrainé par Air Inter. L'avion a changé de main et de partenaire et vole depuis 2006 aux couleurs d'Air France, compagnie avec laquelle l'association dispose d'un partenariat. L'appareil est actuellement basé sur Orly. À titre d'information un petit peu plus technique, il est équipé de 2 moteurs Wright de 1100 chevaux. Il peut atteindre une vitesse aux alentours de 350 km/h et a une autonomie d'environ 3000 km. Donc on peut savoir que la version civile est capable d'emporter jusqu'à 30 passagers. Donc voilà ce magnifique avion en approche. Donc comme nous pouvons voir sur l'image là, juste en dessous de la glace du cockpit, on a une immatriculation qui est FBBBE. Et cette immatriculation est en fait juste d'un point de vue décoratif. La vraie immatriculation de l'appareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est FAZTE. Donc là voilà, c'est juste pour la déco. Voilà donc ce DC3 qui va freiner, voilà. Et qu'il ne va pas tarder à couper ses moteurs. Je ne sais pas si on a d'autres avions qui sont à l'heure actuelle en approche. Ah, il y a sûrement un Yak, comme on vient de me le dire, un Yak en approche. Donc de toute façon, la zone ne sera pas ouverte au public tant que la majorité des avions ne seront pas arrivés. Donc, comme je vous le disais, il y en avait 28 de prévus et finalement 5 pour l'instant ont été certifiés. Donc là, comme je disais, donc on a le H75 au centre, avec le gros 8 sur la queue arrière, sur la gouverne arrière. Le T6 en jaune sur votre gauche. À droite, nous avons le P51 et puis derrière le DC3. Donc on vient de m'avertir qu'il y aurait peut-être un doute sur l'arrivée du Yak sur la zone. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, les différents pistards qui étaient sur la zone s'approchent des appareils. Donc c'est signe que pour le moment aucun autre appareil n'est en approche. Voilà, donc ils vont repositionner probablement un petit peu le Hawk. On voit les différents pistards qui
qui vont repositionner les différents appareils. Il faut savoir que ce genre d'appareil, c'est quand même de très belles machines, restaurées par des passionnés de l'aviation. Donc c'est toujours un plaisir pour les personnes qui sont sur les pistes de toucher ou d'approcher ce genre d'appareil. Voilà, donc les avions qui vont être positionnés pour que le public puisse s'en approcher. Une autre équipe de télévision est également sur le tarmac. Donc le P51, verrière ouverte. Voilà, donc pour le moment, le temps que les avions s'installent, nous allons vous laisser 30 secondes. 30 secondes histoire également pour nous de nous préparer pour aller faire ces différentes interviews sur scène. Sur scène, pardon. Sur piste, enfin sur tarmac pour le coup. Mais bon, on a plus l'habitude. Bon, je vous préviens, il fait très très froid dehors, vous ne le verrez pas, vous ne sentirez pas, mais nous sommes un petit peu frigorifiés dans ce hall Concorde. Alors je ne sais pas si Philippe peut nous faire un petit tour d'horizon avec la caméra. Donc derrière moi vous avez le magnifique Concorde un petit peu plus haut. Aérospatiale France, voilà. Superbe appareil, malheureusement arrêté, comme tous les passionnés d'aviation. J'étais un petit peu triste et j'étais surtout très jeune quand celui-ci a fait ses premiers vols et a été arrêté. J'ai vu la totalité de la vie de cet appareil. Donc après vous avez différents stands le long de ce hall Concorde, donc comme je le rappelle au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Donc là sur ma gauche Frédéric Marsali qui nous rejoint. Donc comme je vous ai prévenu tout à l'heure, c'est lui qui va prendre le relais. Donc il lui était au niveau du tarmac pour faire de magnifiques photos. Enfin, il a essayé en tout cas d'en faire des magnifiques. Voilà, la température extérieure, comme je vous ai dit, était un petit peu frisquette. Tout à l'heure, on ira sur le tarmac dès que celui-ci sera ouvert pour nous. Donc, on va apporter un deuxième siège. Voilà. Vous voyez tout en direct, hein, l'installation d'un plateau télé. Nous sommes en direct, Frédéric. Ah non, on n'est pas en direct sur internet, comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans les conditions du direct, voilà. Donc le deuxième micro qui approche, voilà, merci Philippe. On va faire un test micro. Que ça marche. Voilà. Donc Ouais, bienvenue Frédéric. Eh bien, bienvenue à toi aussi. Bon alors comment t'as vécu déjà ces 4 appareils, on a 4 appareils là. On a 4 appareils qui sont venus, en plus ce sont les appareils on va dire les plus emblématiques, les plus célèbres, pas les plus sympas mais sans doute ceux qui vont attirer le plus le public, c'est-à-dire les avions liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le DC-3, le Mustang, le Curtiss 75 qui est une pièce extraordinairement rare puisqu'il est unique au monde. Il n'en reste aucun, nulle part, en tout cas de vétérans de la bataille de France. Et puis le T6 qui est un classique parmi les classiques, un avion vraiment sympa. Les pilotes ont réussi à passer. C'est déjà pour nous c'est une bonne chose. En dépit d'une météo, on va dire un petit peu exécrable. Difficile, pas exécrable, difficile. Ils ont réussi à passer, ils sont venus nous voir, c'est vraiment très sympa de leur part. Et on essaiera. Quand on voit le nombre de personnes qui ont fait le déplacement pour voir ces appareils, c'est vrai que c'est gentil d'avoir fait le déplacement. 3181, line-up runway 21, 3181. Voilà, c'est un de nos futurs interviewés. Bon, oui, pour les avions qui sont venus, c'est une bonne chose déjà du musée de l'air. En ce qui concerne le Curtiss 75, je crois que ça fait à peu près un an, lors de la précédente édition, que la directrice du musée de l'air avait évoqué, dans le cadre du patrimoine de l'air, le fait d'ouvrir le carrefour aux Anglais qui ont
Une collection. qui ont des collections qui ont Assez un côté impressionnante. aéronautique très, très affirmé. Et le Curtiss 75 est donc la preuve de cette ouverture vers l'Angleterre, de ce qui est en train de devenir une conférence internationale sur la manière de concevoir le patrimoine aéronautique D'accord. aujourd'hui. Et quel beau symbole! Quel beau symbole! Tout à fait, C'est un tout à avion unique, rare, entretenu, restauré par un Anglais qui est réputé pour sa francophilie. D'accord. Voilà, que dire de plus, c'est top. Ok, bon bah merci. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va sûrement se retrouver un petit peu plus tard pour différentes interviews que Frédéric On va se essayer. fera plaisir de faire. Et aussi tout à l'heure, donc comme je disais, sur le tarmac avec, on espère, peut-être les pilotes. Je ne sais pas si on aura la chance de discuter avec certains des pilotes de ces appareils. On va essayer de les intercepter au On va essayer de passage. les intercepter au passage. Voilà, le SAS est juste à côté de nous, donc s'ils rentrent par ici, on essaiera de les happer. Donc voilà, à tout de suite pour la suite de ce reportage au musée de l'air et de l'espace du Bourget pour ce Carrefour de l'air 2013. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir. Yves Masburgère, de la DGAC. Voilà, vous êtes. Je suis à la DGAC, j'ai comme mission de m'occuper du patrimoine et de la mémoire avec Joël Verne, qui est chef de la mission, et puis le pôle archives. Voilà, c'est ce pas- sera mieux. Du pôle archive. C'est C'est fort, oui, allez-y. du pôle archives au secrétariat général. Donc il y a un réseau de personnes qui s'occupent du patrimoine et de mémoire. D'accord. Au sein de la DGAC. Au Donc sein de vous la êtes des DGAC. personnels de la Direction Nous sommes Générale des de l'Aviation personnels de Civile. la DGAC. D'accord. Et cette vocation patrimoine, c'est né à quelle époque et dans quel objectif? C'est né en 2005 sous l'impulsion de Pierre Leroy. Mhm. Largement demandé par le directeur général de l'aviation civile de l'époque. D'accord. L'actuel directeur général aussi est très enclin à favoriser ces actions de patrimoine et de mémoire. D'accord. Donc une c'est très, prise de très supporté à la DGAC. D'accord. à Donc haut une niveau. prise de conscience relativement récente du patrimoine de cette organisation. Alors notre rôle à nous, ce n'est pas de faire nous-mêmes. Mhm. Nous sponsorisons des associations qui font ces actions de mémoire et de patrimoine. D'accord. Et ces associations viennent vous voir. Comment ça se passe? Pour beaucoup, ce sont des anciens personnels de la DGAC, Mhm. où certains sont encore en activité. Ils viennent nous voir et ils ont un projet. Dès lors que ce projet rentre dans le périmètre de la DGAC, nous les aidons à réaliser leur projet. En leur facilitant l'accès aux archives, en leur. Oui, bien finançant. sûr, et en finançant aussi quand ça coûte, bien évidemment. Dès lors qu'il y a une exposition à organiser, par exemple, il y a de l'intendance, des panneaux, par exemple, à imprimer et tout. Donc là, on subvient, disons, D'accord. à leurs besoins. À leurs besoins de financement. Concrètement, quelle manifestation, dans quelles manifestations vous avez été impliqué? Alors récemment, puisque cette année c'est l'année Roland-Garros, le centenaire Oui. de la traversée de la Méditerranée, nous avons une association qui est venue nous voir, Mémoire de l'hydraviation, Mhm. Henri Conan, qui nous a fait le projet de faire une exposition sur Roland-Garros. Donc ceci a été réalisé. L'exposition a été tenue au siège de la DGAC pendant quelques semaines. Mhm. On avait dans le hall de la DGAC notamment Donc là, ici, Moulineau. la réplique Paris du 15e. Paris 15e, la réplique du Moran H de l'amical Jean-Baptiste Salis. Il y a eu une conférence qui a été organisée et comme on a le souhait, disons, de pérenniser ces actions, parce qu'elles sont par principe éphémères, Mhm. donc tout ceci a été numérisé et se retrouve sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable, de l'énergie et de l'énergie. Mhm. Et tout ceci est accessible Donc sur Internet. la diffusion des travaux des différentes associations qui ont eu l'aval de la direction mémoire de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Se retrouve Leurs travaux sont accessibles Sont sur accessibles le sur site Internet. web de la DGAC. et on a repris tout ce qui a été fait depuis quelques années. Actuellement, donc sur cette page patrimoine mémoire, en faisant dans Google patrimoine mémoire aviation civile, ces 4 mots, on tombe directement sur la rubrique. Il y a 8 thèmes et dans chaque thème il y a des articles. Et sur chaque article, c'est une action
d'une association. Donc il y a un thème, dans le thème des pionniers de l'aviation, il y a un article sur Roland Garros. Il y a un article sur François Danhaut aussi. C'était le centenaire de l'hydraviation à Coq, par exemple. Donc, quel conseil vous donneriez à une association qui œuvre finalement, l'objectif, c'est qu'une association de recherche historique dont le périmètre relève de l'aviation civile, Oui. En cas d'un projet particulier, peut venir frapper à votre porte. Bien sûr, oui. Et une discussion s'entame pour voir dans quelle possibilité vous pouvez les aider, oui, bien sûr. Aider à la diffusion ou aider à la création. C'est notre rôle. Très bien. Et puis pour nous trouver, sur le site en question, Patrimoine Mémoire Aviation Civile, il y a des liens sur les pages pour prendre contact avec nous. Très bien. Est-ce que dans cette sur le scope optique-là, radar, au niveau du patrimoine de la DGAC, puisque les gens qui connaissent bien le musée de l'air savent qu'un endroit particulier du musée de l'air, c'est cette fameuse tour de contrôle qui est actuellement en stand-by, en attente de restauration. Est-ce que la DGAC d'ores et déjà est impliquée dans le processus de restauration, ou est-ce qu'on peut envisager qu'une association qui prendrait en charge la restauration de ce monument puisse bénéficier de cette aide ? Alors, la restauration de la tour de contrôle elle-même, c'est quelque chose de monstrueux en termes de financier. On imagine bien, ouais. Ça dépasse le cadre, disons, des capacités financières d'association, bien évidemment. Le musée de l'air a la perspective d'aménager dans cet espace-là des actions spécifiques, disons, à l'histoire du contrôle de la navigation aérienne. Donc c'est prévu et on va coopérer avec le musée de l'air et de l'espace pour l'aménagement de cet espace. Et ce sont les associations qui vont en fait travailler là aussi. Peut-on rêver d'un meilleur endroit pour parler du contrôle aérien qu'une tour de contrôle au cœur d'un musée ? Merci. Merci beaucoup. Et bien pour les associations ou les associations, les historiens dont le cadre de recherche touche l'aviation civile et son histoire, on peut les renvoyer donc sur la page patrimoine de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Rebonjour, alors nous avons le plaisir d'accueillir sur notre stand M. Jean Barnerias, qui fait partie de la commission historique de la Fédération française de vol à voile. Donc le vol à voile, les planeurs, le vol libre, qui est donc la seule fédération d'aéronautique française à disposer en son sein d'une commission spécifique dédiée à son histoire et à son patrimoine. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer l'activité de cette commission ? Tout d'abord, j'admire votre culture sur les fédérations sportives. J'étais un peu briefé. Effectivement, nous sommes la seule. Bon, alors, ceci étant, eh bien, il y a 25 ans, un président nouvellement nommé a dit que, dans le fond, il fallait que l'on retrace un petit peu notre histoire parce que les planeurs évoluent, disparaissent, les hommes font des performances et puis on les oublie. Donc, il a décidé de créer une commission historique et il a nommé à la tête un ancien président de la fédération, qui était donc Jacques Lerat. Et cette commission historique a commencé avec pour but déjà de classer, de mettre en évidence tout ce qui s'était passé, en recherchant plus en arrière, parce que on n'avait pas forcément d'archives, on n'avait rien du tout, il fallait tout faire. Donc on a eu un certain nombre de braves personnes qui se sont dévouées à rassembler de la documentation, et puis petit à petit à essayer de la mettre en œuvre pour faire d'une part des publications. Oui. Donc nous éditons un bulletin à peu près une fois par an. Hein. Ça s'appelle Vieille Plume. Pourquoi ? Parce que dans le vol à voile, un planeur, il a des ailes qui sont des plumes, effectivement. Donc les vieilles plumes. Et dans ces vieilles plumes, on en est au 24e numéro. On a essayé de trouver des rédacteurs intéressants qui se sont intéressés à certains sujets souvent méconnus. Je vous interromps une seconde, mais alors cette publication Vieille Plume, elle est accessible comment pour les gens qui pourraient être intéressés ? Alors de toute façon, nous sommes une émanation de la fédération, donc tout ce qui se passe sur le plan commercial ou autre, c'est la Fédération française de vol à voile, dont le siège est 29 rue de Sèvres à Paris, et c'est la fédération elle seule qui est habilité à vendre les produits Vieille Plume. D'accord, donc quelqu'un qui chercherait, qui voudrait savoir à quoi ressemble la publication, peut donc s'adresser. Tout à fait. Tout à fait, 29 rue de Sèvres. 29 rue de Sèvres. Ça c'est clair. Et en général, la personne sera bien accueillie. Bon, ça c'est une bonne chose.
parmi les activités de la commission historique, il y a une partie donc historique de recherche fondamentale, de collecte d'archives. Il y a une partie aussi qui est plus concrète envers la restauration des vieux planeurs. Est-ce que vous avez une branche d'activité dans ce secteur ou de la mise en œuvre de planeurs anciens? Alors, nous ne sommes pas les acteurs de la restauration de vieux planeurs. Il existe d'ailleurs une association qui s'est spécialisée là-dedans, qui est Dédale. Dédale, c'est une flotte d'une cinquantaine de planeurs anciens qui sont en état de vol en France, mais ça ne dépend pas de la fédération. Mais par contre, nous suscitons et nous primons, c'est-à-dire que lorsqu'une belle restauration a été faite, eh bien, elle peut être primée dans le cadre d'une coupe que nous organisons et que nous décernons une fois par an lors de notre congrès historique, qui est la coupe Jean-Marie Lebris. Et cette manifestation se déroule où? Alors, le congrès historique se déroule annuellement au mois de novembre au musée de l'Air. Comme par hasard. Dans l'amphithéâtre Roland-Garros, Comme généralement. Et nous avons l'avantage de primer ce type de réalisation, de remise en état, lorsqu'elle se présente. Depuis 2 ou 3 ans, nous n'en avons pas eu. Nous avons un bon espoir pour cette année. Très bien, merci beaucoup. Quels sont les axes de développement de cette commission? Quels sont les gros dossiers que vous avez à traiter en ce moment? Quels sont les projets en cours? Des projets, je dois dire que nous avons toujours beaucoup de projets. Par contre, ce qui manque beaucoup plus, ce sont les personnes qui sont capables et qui ont le temps et la volonté de s'astreindre à écrire parfois une centaine de pages, mais écrire une centaine de pages, ça fait souvent suite à 3 ou 4 années de recherche pour pouvoir mettre tout en place. Donc nous sommes à peu près à jour sur ce qui s'est passé avant la guerre, sur ce qui s'est passé pendant l'occupation. Nous sommes beaucoup moins à jour sur des événements que nous appelons récents, mais qui ont quand même 50 ou 60 ans maintenant, tels que les 8 jours d'Angers ou d'autres compétitions. Concrètement, des gens qui ont l'âge de la retraite aujourd'hui, qui ne savent pas quoi faire de leur dimanche après-midi et qui ont un goût pour le vol à voile et pour le planeur, peuvent venir frapper à votre porte et pour demander comment je pourrais me rendre utile, tout simplement. Alors en général, ceux qui ont un goût pour le vol à voile, ils le pratiquent. Oui. Donc ils vont préférer se mettre aux commandes d'un planeur et aller profiter et jouir des joies de ce sport. Oui, mais un mais jour par comme contre, aujourd'hui, effectivement, nous sommes tout à fait preneurs le jour où ils ont l'intention de faire quelque chose. Mais pour cela, les bonnes volontés, ça décourage. Est-ce que vous êtes organisme pouvant recevoir et exploiter des archives qu'on vous confierait, par exemple des carnets de vol, de vélivol des années 50? Est-ce que ce sont des documents qui peuvent trouver la place au sein de la commission pour être exploités de façon historique dans les années à venir? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous disposons d'un certain nombre de carnets de vol de pilotes ayant eu leur heure de gloire et qui nous ont légué leur carnet de vol dans certains cas. Carnet de vol, photos, bien sûr, documents, photos, enfin tout ce qui tourne autour, quoi. Tout ce qui donc voilà, si vous trouvez dans vos archives, dans le grenier du papy, des documents relatifs au vol à voile, qui était une activité qui, à certaines périodes, a été extrêmement répandue, surtout n'hésitez pas donc à contacter la commission historique du vol à voile pour confier vos documents ou pour donner un coup de main. Voilà. Eh bien, je vous remercie et la commission tout entière vous remercie. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt. De rien, au plaisir. Pardon, les toilettes, c'est ça. Non, mais c'est quand même prévu. Peut-être le circuit était chauffé. Au Carrefour de l'Air 2013, nous sommes devant peut-être l'appareil le plus emblématique, le plus rare. Nous sommes devant le Curtiss Hawk 75 de la The Fighter Collection basée à Duxford en Angleterre. Le Hawk 75 était un des avions utilisés par l'armée de l'air française en 1940 pendant la bataille de France. Et c'est l'appareil qui a connu le plus de succès avec environ 200 victoires aériennes
acquise pendant le terrible mois de mai 1940. Il n'existe plus aucun autre exemplaire de cet appareil en état de vol. Le seul, l'unique, le dernier, il est là, juste devant nous. Et dans quelques minutes, Patrice Marchasson, son pilote, qui est un Français, aujourd'hui va venir répondre à nos questions sur cet appareil, sur son histoire, sur la manière de le piloter et sur le fait d'être aujourd'hui en 2013 et de pouvoir encore voler sur un avion de 1940. Voilà, bonjour, donc nous sommes avec Patrice Marchasson, pilote du Hawk 75 aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Patrice Marchi pour les intimes. J'étais ancien pilote militaire pour l'armée de l'air française. Je suis aujourd'hui pilote d'aviation d'affaires. J'ai la chance de piloter pour un monsieur qui s'appelle Monsieur Gray et son fils, qui sont des grands collectionneurs d'avions. Et ils m'ont fait l'honneur aujourd'hui de me laisser piloter le Hawk pour le ramener d'Angleterre au Bourget pour cette exposition. Donc je suis un pilote heureux. Un pilote heureux, un pilote français à bord d'un avion qui a marqué l'histoire de l'armée de l'air. Quand on se retrouve aujourd'hui en 2013 aux commandes de cet avion, est-ce qu'on a le temps de penser au fardeau de l'histoire ? On pense beaucoup à l'histoire, effectivement, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de se retrouver aujourd'hui dans un avion aussi historique. C'est un avion qui est unique au monde, c'est le seul qui vole. Et je pense que je dois être un des rares Français, si ce n'est pas le seul, à faire du Hawk aujourd'hui depuis 1939 ou 40. Ouais. Et comment on devient pilote pour monsieur Stephen Gray, célèbre collectionneur anglais et francophile averti ? Le hasard de la vie un peu, mon expérience militaire, des rencontres sur des meetings. Et puis petit à petit j'ai connu l'aviation de collection grâce à un monsieur qui s'appelle monsieur Christophe Jacquard, pour qui j'ai commencé à voler et pour lequel je vole toujours. Et par son intermédiaire j'ai rencontré monsieur Gray. Et monsieur Gray à ce moment-là cherchait un pilote d'avion d'affaires. Et voilà, toute l'histoire est comme ça. En fait dans l'aviation tout était une affaire de rencontre. Il y a beaucoup d'humains dans l'aviation. Beaucoup de relations humaines, beaucoup de feeling. Et c'est ce qui fait que l'aviation est une belle chose. Il y a un Hawk 75, quand on est pilote d'aviation d'affaires, c'est une autre façon de penser le pilotage. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce que c'est plus simple que les avions actuels ? Comment vous ressentez le pilotage de cet avion ? C'est complètement différent de piloter cet avion-là par rapport à un avion d'affaires. Déjà, ce sont des avions qui sont rares, il faut en prendre soin. Les moteurs sont âgés. Donc on doit piloter ces machines-là avec le plus grand respect. Ce n'est pas des avions qui font énormément d'heures de vol par an, donc on ne vole pas beaucoup dessus. Donc c'est des avions qui demandent de la concentration. On s'applique quand on est dedans, vraiment beaucoup. C'est physique, c'est lourd aux commandes, ou est-ce que c'est un avion qui ne demande qu'à faire des tours, des ronds dans le ciel ? Comment ça se ressent physiquement ? Physique, quand on fait de la voltige, effectivement, il y a le facteur de charge. Maintenant, quand on pilote cet avion-là, c'est un avion qui est assez léger aux commandes et très maniable. Et je pense que c'était un avion qui devait être assez dangereux pour les autres. Je crois que ça a été le cas puisque c'est environ 200 victoires aériennes acquises par ces avions-là en mai-juin 40, dont 111 rien que pour le GC-1-5. Et les plus grands as de la chasse française, en fait Marin-Lamellé ou Accard, ont eu leur victoire sur cet appareil. Unique au monde. Et parmi les avions de collection que vous avez volés, que vous avez pilotés, vous pouvez le comparer à quels autres appareils ? Vous avez volé sur Spitfire, vous m'avez dit. Par rapport au Spit, qui a une réputation d'être un avion extraordinaire à piloter, comment se situe le Curtiss 75 ? Curtiss, c'est un peu la génération d'avant. Donc c'est un avion qui est un peu moins rapide, un peu moins maniable. Et le Spit, ça restera un Spit. Voilà, le Spit, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'est un Spitfire, ça se vit, c'est extraordinaire, mythique, joli de partout. C'est un avion magique. Merci beaucoup. Et puis, bon vol de retour. On vous voit à la Ferté-Alais avec cette machine, ou ce sera Sir Stephen himself qui viendra nous le présenter ? Je pense que ce sera M. Gray qui présentera l'avion à la Ferté-Alais. Vous serez pas loin ? Je serai pas loin et peut-être dans un autre avion. Allez, dites-nous tout. Je sais pas, peut-être en Spit ou en Sea Fury. Pas mal. Merci beaucoup et puis bon retour. Vous repartez à Melun là dans quelques minutes. Moi je pars à la Ferté-Alais pour poser l'avion pour le meeting. D'accord, donc il sera visible là-bas très vite. Il sera visible dans le musée de la Ferté-Alais jusqu'au meeting. Bon, donc on sera sûr qu'il y sera. Bonne nouvelle. Merci beaucoup et puis bon vol de retour. À bientôt. Merci.
Donc le P51 et le H75 Curtis sont au roulage en direction du seuil de piste pour le futur décollage. Le T6 les suit. Donc le premier au décollage sera le P51 Mustang. Juliette Fox Kilo, le bon jeton, bonjour, numéro 1 ILS 07, 20 20 le dîner, rappelez 3 musique finale. Fox Kilo. Fox Kilo, autorisé atterrissage, piste 07, vent 010 degrés, 8 nœuds. Atterrissage, Fox Kilo. Donc le P51 se met sur la piste. Fox Alpha Zulu, Mike India, donc je confirme, alignez-vous piste 03 et maintenez. Pour la clearance, ça sera donc après décollage et avant la tour de contrôle, virage à droite. Le P51 est prêt au Et départ. ensuite rappelez Eco 2, Eco Pour Unité. l'autorisation de la tour de En contrôle. montée vers 1500 pieds QNH. Un décollage en 03, un virage à droite avant la tour, une branche légèrement vent arrière par rapport à l'après-décollage pour faire bonjour au public et après on prend Eco 2, Eco Unité. C'est correct, Mike India. Donc pour l'instant, maintenez position sur la piste 03. Je vous rappelle dans quelques instants, un trafic en finale 07. India en maintien. Donc le P51 est en attente d'un atterrissage d'un DC-12 sur l'autre piste de l'aéroport. Donc le DC-3 va démarrer ses moteurs, vous pouvez l'entendre. Pilote de ce magnifique appareil ultérieurement. Monsieur Hugues, le pilote de France DC3, l'association qui a rénové cet appareil. Et contactez le sol 121. Au revoir. Merci également. Faroucheur de la tour, tout semble adéquat en ce qui concerne le Péri-Lavière pour les décollages en 03. Alpha Zulu Mike India, vent 360 degrés 7 nœuds, autorisé décollage, piste 03. 360 degrés 7 nœuds, Mike India, autorisé décollage en 03. Donc le P51 va décoller. Je ne sais pas si nous allons repasser. Allez, donc le DC3 qui démarre le deuxième moteur.
alignez-vous piste 03 et attendez. Le bagne en 03 et j'attends, Charlie Victor. Donc on attend le DC3 pour le roulage en direction de la piste 3. Voilà, le DC3 accélère, commence à rouler, va rejoindre le point d'arrêt de la piste 3 pour un décollage futur. Il faut savoir que le P51 a décollé et a fait un superbe passage bas au-dessus du hangar pour dire au revoir au public. Nous allons suivre le DC3. Reçu Fox Mike India, bravo et rappelez éco-unité. Ferrand, éco-unité. Fox Charlie Victor, maintenez position sur la piste 03 pour information, un Airbus A320 en finale 07. Après, je maintiens la présidence à 03, Charlie Victor. Reçu, et donc en ce qui concerne l'atterrance, ça sera après décollage, virage à droite avant la tour de contrôle, et puis rappelez éco 2, éco-unité ensuite. Bien pris, une fois autorisé, ça sera un virage avant la tour. Je vais prendre la même trajectoire que mes camarades, et éco 2 et éco-unité ensuite, Charlie Victor. Reçu. Et donc pour l'instant maintenez position sur la piste 03. Je maintiens. Donc le DC3 quitte le tarmac. Le PT6 est toujours en attente sur la 03, on le voit un petit peu à droite de l'image. Ok, superbe passage du T6 au-dessus du public pour dire au revoir. Voilà, donc le T6, North American T6 est au départ. Le DC3 va s'aligner. Donc le DC3 est aligné sur la piste. Il va attendre l'autorisation de la tour de contrôle pour décoller. Alpha Zulu Tango Echo, après décollage, virage à droite si possible avant la tour, pour rejoindre ensuite les points Echo 2, Echo Unité, vent 0, 10 degrés, 10 nœuds, autorisé décollage, piste 03. Bien reçu, virage pour passer avant la tour et direction Echo 2, Echo Unité, Tango Echo on décolle. Charlie Victor, Echo 2, je vous rappelle Echo Unité. Comme on vient de l'entendre, le DC3 est autorisé au décollage. Et il va essayer de faire comme ses amis, de passer au-dessus du public, sachant qu'il est beaucoup moins maniable que les trois autres appareils que nous avons vus.